que vous venez de voir est le deuxième film de la réalisatrice Carole Salter. Carole, dont le premier film Miami avait reçu le prix du jury lors de la première édition du festival Millennium en 2009. Il lui aura fallu attendre 10 ans pour réaliser ce deuxième film. Quel parcours! Cela vous montre la détermination, les difficultés, mais également l'implication des cinéastes du documentaire. Alors, la 11e édition du Festival Millennium vient de débuter au Palais des Beaux-Arts et nous avons la chance aujourd'hui de recevoir sur notre plateau la directrice artistique, Madame Zlatina Rousseva. Bonjour Zlatina. Bonjour. Merci d'être là. Merci à vous. Et nous avons un invité spécial, Monsieur Manservisi, qui est le directeur général du développement de la Commission européenne. Bonjour, Monsieur Manservisi. Merci d'être là avec nous. Alors, je vais d'abord commencer avec une toute première question pour vous, Zlatina. Alors, les débuts du festival étaient dédiés justement aux objectifs du millénaire. Quelle est la continuité de ces objectifs dans la programmation actuelle ? En fait, en 2000, il y a eu 182 chefs d'État qui se sont réunis et qui ont adopté les objectifs du millénaire. Or, en fait, il y a très peu de gens. On s'est rendu compte qu'il n'y a que 10% de la population qui savait en fait de l'existence de ces objectifs. Et donc, quand nous avons créé le festival, c'était notre but de en fait parler de ces objectifs à travers le cinéma documentaire, parce que en fait c'est le pain quotidien des artistes, des documentaristes. En fait, ce sont les sujets qu'on traite dans tous les films, même si on ne sait pas que les objectifs du millénaire existent. Et donc on pensait que les artistes doivent avoir quand même un rôle très important pour la réalisation et pour la mobilisation de la population. Et donc c'est en fait un objectif que nous suivons dès le début jusqu'à aujourd'hui. Monsieur Manservisi, alors pouvez-vous nous présenter brièvement justement la transformation de ces objectifs du millénaire en objectifs de développement durable? Quels étaient ces objectifs et quel était le changement dans le concept de cet élargissement? Je crois que, pour être simple, il y a, disons, une politique de développement avant globalisation et une politique de développement après globalisation, ou après la conscience de ce qu'est l'impact de la globalisation sur les relations économiques et humaines. En gros, le paradigme ancien disait il y a un groupe de pays riches et un groupe de pays pauvres, de gens pauvres, non seulement des pays, et donc il faut transférer des ressources pour leur permettre d'atteindre les objectifs du millénaire, de l'époque. Sortir de la pauvreté, les enfants à l'école, les mères qui ne doivent pas mourir quand ils donnent la naissance à un enfant. Mais c'était le concept du transfert. Il y avait les riches et les pauvres. On s'est rendu compte, parce que le monde change, que la nature des inégalités, la nature des changements structurels ont apporté à une approche où la question des transferts entre les riches et les pauvres a changé et n'est plus la même chose. On a des objectifs communs. La différence est dans la terminologie durable et dans la portée de ces objectifs. Ces objectifs sont valables pour tout le monde. Ce sont 17 objectifs de développement durable qui s'appliquent autant aux pays riches qu'aux pays pauvres. Et pourquoi? Parce que les causes de la pauvreté aujourd'hui sont globales. Il ne suffit plus de transférer de l'argent dans des bons projets, il faut changer les politiques. Il faut partager les expériences, il faut faire en sorte qu'ensemble, on puisse affronter des challenges, des défis qui sont communs. Si on prend les changements climatiques, je crois qu'il peut les résumer tous. Ce n'est pas une question de pays riches ou de pays pauvres, c'est le problème de notre survie. C'est un défi énorme sur lequel il y a un problème de ressources, de volonté politique et surtout des bonnes politiques qu'il faut mettre en place ensemble. Mais justement, quel est le lien entre ces objectifs-là et le documentaire? Comment le documentaire va-t-il contribuer à sensibiliser le public? Je me pose d'abord la question à Zlatina. Qu'aujourd'hui, le cinéma documentaire est peut-être en fait le seul qui amène profondément, qui nous plonge profondément dans la réalité et dans la vie des autres. Et bon, vous l'avez vu avec le film en fait qui est passé ce soir. Donc, combien d'années il faut en fait pour réaliser un documentaire? Donc, moi, de tous les documentaires qu'on reçoit, ils sont réalisés entre 2 et 10 ans. C'est énorme, c'est énorme. Ça veut dire en fait qu'il y a un témoignage artistique incroyable. Monsieur Manservisi.
Mais je crois que le rôle du documentaire est fondamental parce qu'en fait, il est sur deux niveaux. Premièrement, je suis entièrement d'accord avec Latina, c'est qu'il raconte une histoire. Et il partage des émotions. Le documentaire, contrairement à ce que de temps en temps on pense, ce n'est pas une description aride. C'est une manière de raconter. Et des histoires comme celle de Nadia Mourad, par exemple, dans le Hair Shoulders, c'est plus que présenter le désastre de la violence de ISIS sur une communauté et sur une femme. Mais c'est raconter une histoire de comment ceci peut arriver une autre fois, comment ceci est né, comment ça vit sur les gens. Donc c'est un élément de communication extrêmement puissant. D'autre part, c'est un élément d'information. Parce qu'il raconte une histoire, oui, mais elle documente l'histoire. Et donc, elle permet d'atteindre un nombre de personnes, de spectateurs, de public qui est très large. Et d'ailleurs, il y a dans le cinéma des genres documentaires, si on prend l'histoire de Nadia Mourad, avant Nadia Mourad et après. C'est-à-dire il y a une situation dans laquelle on connaissait vaguement qu'est-ce que c'était la communauté yazide, qu'est-ce que ISIS avait fait en Irak à cette communauté et à d'autres, mais il y a après. Après, il y a eu une connaissance d'une communauté, d'une culture. Il y a eu la connaissance de la violence horrible qui a été faite à cette jeune femme. Ça a donné à cette jeune femme la possibilité d'être non seulement un prix Nobel, mais une ambassadrice de toute une culture dans le monde. Je vous remercie, mais dites-moi, le documentaire, est-ce qu'on peut dire que c'est un témoignage, un document de l'art? Vous voyez qu'il y a des documentaires dans les Oscars, qu'il y a en fait à Cannes, qu'il y a à Venise, qu'il y a à Berlin. Et donc, il y a beaucoup de festivals qui ne font même plus la différence entre documentaire et fiction. Je dois dire que le documentaire a énormément évolué pour devenir un art à part entière. Et justement, Zlatina, quelle est l'évolution du festival? Est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que les gens sont plus sensibilisés, sont plus informés? De plus en plus, il y a un public large et varié qui vient et les gens veulent comprendre. Et pour ça, en fait, ils ont plus d'intérêt pour le cinéma documentaire qu'ils ne peuvent pas voir d'ailleurs ailleurs parce qu'il ne passe pas beaucoup ni dans les télés. Puis il y a la jeune génération qui ne regarde plus la télévision, il faut le dire, ou très peu. Et donc, en fait, le festival leur permet d'être informés et en plus permet de discuter et de s'exprimer. Et donc, c'est cette expression des citoyens, en fait, que nous provoquons dans le festival, qui est très importante parce qu'elle permet un dialogue. Monsieur Manservisi, dites-moi, quelles sont les actions concrètes de l'Union européenne dans le secteur audiovisuel? Ce que nous appuyons fortement est la création artistique qui crée emploi, qui crée de la cohésion sociale, qui crée des opportunités, notamment pour les jeunes, et qui véhicule un message d'inclusivité, qui véhicule un message où le futur est quelque chose qui est entre nos mains. Et donc, on a des instruments aussi novateurs. On est en train de finaliser un instrument qui s'appelle Creatify, c'est-à-dire un instrument qui soutient l'investissement privé, c'est-à-dire la manière de pouvoir soutenir la création artistique qui crée des PME, et qui génère emploi et qui se maintient au point de vue financier. Alors chaque année, le Millennium Festival met en avant certaines thématiques et cette année-ci, l'emphase est mise sur la consommation, sur l'environnement et sur l'égalité. Alors, Monsieur Manservini, j'aimerais vous poser la question de savoir, est-ce que cette année, l'égalité fait également partie de votre focus, de vos objectifs ? S'il y a quelque chose qui est perçu par toutes les sociétés dans le monde, que ce soit dans les pays riches ou dans les pays pauvres, c'est le niveau de inégalité. Ici en Europe aussi, malgré notre système européen d'inclusivité sociale, etc., qui est notre valeur, disons, fondamentale, les inégalités augmentent, créent des tensions sociales, créent des phénomènes absurdes qui n'ont plus rien à voir avec notre culture, comme le racisme, comme le rejet des autres.
prenons-la au niveau mondial, et vous voyez les inégalités en termes statistiques. 3% de la population au monde, les plus riches, qui gagnent et qui ont autant de richesses que les 3/4 du reste du monde. Alors, ceci, c'est structurellement quelque chose qui est l'antithèse de la durabilité. Donc, les inégalités doivent être affrontées en tant que telles. Ce n'est pas une question de distribution de richesses, c'est une question aussi de modèle, c'est une question d'opportunité, c'est une question de mobilité sociale. Et à la fin, c'est une question de paix. Parce qu'au fond, nos sociétés produisent des phénomènes radicaux antagonistes parce que précisément, il n'y a pas la possibilité de donner un espoir, pas trop loin, mais crédible. Ce qui rend nos institutions faibles, nos démocraties à risque, et puis après, on surprend qu'il y a des populismes, tout ça. Le populisme a toujours une racine concrète, et souvent, ces racines sont dans les inégalités structurelles. Je vous remercie, Monsieur Manservisi, pour justement votre apport et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Alors, Zlatina, j'ai encore deux petites questions pour vous. Est-ce que vous pouvez nous parler des autres focus qui vont se passer pendant cette 11e édition, des moments clés à ne pas rater, justement? Il y a beaucoup, vraiment. Nous avons un programme très fort cette année, donc j'espère que les spectateurs vont le découvrir par eux-mêmes et sur notre site. Mais il y a deux focus dont j'aimerais quand même bien tirer l'attention. En fait, nous avons cette année un focus qui s'appelle Digital Citizen, avec des films en fait, qui nous montrent ce que c'est la globalisation, c'est ce que c'est Internet, avec ses côtés positifs, mais c'est aussi ses dangers. Et donc des films comme aussi sur l'intelligence artificielle. Donc Killer Robots, c'est vraiment un film aux netizens qui montre en fait les dangers sur Internet et les problèmes en fait de poursuites légales et en fait de se défendre. Donc ces films sont accompagnés de beaucoup de discussions avec des intervenants très compétents pour aussi informer les citoyens comment se protéger, comment percevoir, et en fait sur les côtés qu'ils ne connaissent pas de l'Internet. Et nous avons aussi un panorama qui est un panorama américain que nous avons organisé ensemble avec Beaux-Arts et qui commence donc le mardi avec un film exceptionnel, donc Wealth Generation. Et nous avons vraiment le plaisir d'accueillir la réalisatrice qui vient juste pour un jour des États-Unis pour présenter son film. Donc, nous vous attendons à cette projection. Les places ne sont pas beaucoup, en tout cas qui restent. Donc, il faut se dépêcher alors. Faites vite votre choix. Eh bien, je vous remercie. Merci Zlatina. Merci beaucoup, Monsieur Manservisi. Et puisque nous parlons de cinéma belge et que la compétition belge s'ouvre ce soir au Palace, nous avons le plaisir de recevoir deux invités, deux réalisateurs qui viennent nous parler de leurs films et de leur participation au festival. Je reçois donc Madame Alexandra Candy-Languet. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Et à ma gauche, comme vous pouvez le voir, Dimitri Petrovic. Bonjour. Bonjour. Alors, vous venez présenter Vacancy. Alors, vous n'êtes pas une inconnue pour le festival, puisque vous étiez déjà venue en 2017 avec votre autre film New Orleans, Nouvelle-Orléans, le laboratoire des États-Unis, d'Amérique. Et là, vous nous revenez avec Vacancy. Alors, moi, ma première question pour vous, Alexandra, elle serait de pourquoi à nouveau parler des États-Unis et de cette manière-là, et comment s'est fait le film? Alors moi, je suis très attachée aux États-Unis. Hein. C'est un endroit où j'ai vécu et ça reste une source de questionnement permanent et de gratter un peu le vernis aussi. Donc là, j'ai fait un saut de puce parce que de la Nouvelle-Orléans, je suis allée en Californie. Donc l'enjeu est toujours social, mais autant le film précédent traitait de la question des
des Afro-Américains en État sudiste et du devenir de la Nouvelle-Orléans, autant là, il s'agit de la question du logement, du mal logement aux États-Unis et de sa face cachée qui est les gens qui vivent aujourd'hui dans des motels après avoir tout perdu. Et on voit un petit peu l'autre côté en fait des États-Unis parce qu'on nous vend toujours un peu le rêve américain, j'ai envie de dire. Et là, vous allez nous montrer ce regard un peu d'une Amérique méconnue. Et pourquoi, c'est quoi votre message en faisant ce genre de film? Bah, je ne sais pas s'il y a un message, mais en tout cas, les États-Unis jouent avec un mythe, avec une légende qui se réécrit en permanence, mais la réalité est quand même assez loin de ça, quoi. Donc, Ariana Huffington écrit que l'Amérique est en voie de tiers-mondisation. En soi, c'est une réalité, quoi. Quand il y a des gens qui ont un travail, mais qui n'arrivent pas à se loger dans un État comme la Californie, mais c'est le cas dans tout le pays, et en particulier depuis la crise de 2008, bah, là, on est quand même vachement loin du mythe, quoi. Et vous me disiez au début de cette interview que l'Amérique vous est chère. Pourquoi? Comment ça se fait que vous aimez beaucoup comme ça ce pays? Qu'est-ce qui fait que chaque fois, vous avez envie d'en parler justement Bah, comme je vous disais, ouais, c'est un endroit dans lequel j'ai vécu plus jeune, et donc quand on est adolescent, du coup, c'est une source de fascination, mais en même temps, c'est un endroit qui est aussi repoussant, quoi. Donc, à partir de ce moment-là, ça crée un conflit intérieur et qui amène vers un questionnement. Par ailleurs, voilà, c'est un endroit où le rapport à la parole est très différent, à l'intime, à la pudeur. Donc, il y a une accessibilité, quoi, aux gens qui est différente. Et voilà. Et après, je pense que pour le cinéma en général, c'est un endroit oui, qui est fascinant et qui est repoussant en même temps, quoi. Oui, c'est vrai. Alors, je rappelle que votre film sera projeté pendant le Focus Panorama américain en partenariat avec le Beaux-Arts. Maintenant, je me tourne vers vous, Dimitri. Vous venez avec un film The Way Back qui aborde le thème, qui est un thème assez cher au festival, hein, sur le parcours des réfugiés, un peu le vivre ensemble. Pourquoi avoir décidé justement de faire ce film? Quelle est la jeunesse? Comment ça a commencé? C'est pas moi qui ai initié le film. En fait, j'avais rencontré donc Hussein, qui est le protagoniste principal, en 2015 via la plateforme citoyenne des réfugiés qui avait qui s'était beaucoup organisé et qui continue de le faire. Ils avaient lancé un programme sur Internet qui s'appelait Be My Buddy, où on pouvait en gros s'inscrire, donner son profil et puis être linké avec... le but, c'était de faire des tandems avec les réfugiés. Et donc moi j'ai rencontré Hussein et voilà, en fait c'est devenu un ami, un pote. Et un an après, quand il a obtenu ses papiers, il m'a dit voilà, j'aimerais bien refaire le chemin inverse, donc repartir de Bruxelles jusqu'à Athènes, en repassant par les endroits par lesquels je suis passé, pour montrer à Juliette, qui est sa compagne. Et voilà. Et donc ils sont tous les deux musiciens, donc ça donne un road movie un peu musical D'accord. en Europe. Et justement, je me pose la question c'est pas vraiment un premier film, parce que c'est une co-réalisation, une première co-réalisation. Quels ont été les obstacles que vous avez rencontrés pour faire ce film? Déjà, je dirais la contrainte de temps, parce que Hussein est arrivé, donc je me rappelle très bien, il m'a appelé, c'était le 4 août, et il m'a dit il faut qu'on fasse ça dans les 2 semaines, parce que sinon, après j'ai des concerts, etc. Donc au niveau de l'agenda, c'était assez restreint. Donc on a monté une production assez rapidement. D'accord. On a emprunté du matériel, d'ailleurs, à la JC, qui est l'atelier Jeune Cinéaste. On les remercie beaucoup parce qu'ils soutiennent à chaque fois. Et on a loué une voiture et on est parti. Et du coup, voilà, ça s'est fait assez spontanément. D'accord. C'était vraiment l'un des obstacles les plus importants, on va dire, ou vous avez eu d'autres surprises pendant le tournage? Disons que je ne veux pas spoiler, mais oui, c'est ça. Tout ne se passe pas comme prévu, mais bon, c'est ça qui rend aussi, je pense, le film intéressant. Maintenant, ouais. Les autres obstacles, après, c'est que comme on est en indépendant, qu'on est vraiment dans une démarche indépendante, on n'a pas de production derrière nous, c'est de trouver un peu des sous. On a fait un crowdfunding, donc un financement participatif, où il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis. Ça nous a permis de payer un peu de post-production. Et puis beaucoup d'huile de coude. Et j'ai envie de vous poser une question à tous les deux. Qu'est-ce que ça vous rapporte le fait de participer à un festival comme le Millennium? Parce que c'est vrai que ce festival-là, notre festival soutient les jeunes réalisateurs, soutient les premiers films en tout cas. Qu'est-ce que ça fait de passer dans un festival comme celui-ci? On va commencer peut-être avec Alexandra.
Bah, moi, je suis hyper contente, quoi, parce que déjà, c'est montrer le film en Belgique, à Bruxelles, et donc voilà, dans les proches, les collaborateurs et tout. Après, Millennium, c'est le festival de documentaire de Bruxelles. Enfin, il n'y en a plus d'autres, en fait. Donc, c'est un festival à saluer, quoi, parce qu'il a su résister aux coupes budgétaires et puis trouver sa forme. Donc, c'est hyper agréable d'être suivi pour ma part, parce que ça fait déjà 2 films et je sens vraiment un intérêt de la part des organisateurs et voilà, et de se sentir épaulé. Parce que, en fait, faire des films, on se débrouille toujours. Enfin, c'est quand même un bon exemple. Après, c'est aussi montrer le documentaire, c'est un vrai enjeu, quoi. Et c'est toujours un peu délicat d'avoir entrepris, soulevé des montagnes pour réaliser un film, impliquer beaucoup de gens dedans, dont des protagonistes, et puis qu'après, il soit vu par 3 personnes, quoi. Donc, c'est hyper important, les festivals. Et pour vous, Dimitri? Bah, moi, c'est un peu la première fois que je suis confronté enfin, confronté, non, accueilli plutôt, dans un festival. Donc, c'est cool. C'est que j'espère que le film aura une vie. Après, Millennium, c'est important parce que c'est à Bruxelles. Oui. Moi, je viens de Bruxelles, que le point de départ de notre histoire, elle est dans cette ville. Et puis, comme elle dit, ça donne de la visibilité là où c'est assez... En fait, tu as mis tellement d'énergie à faire le film que tu le finis et tu te dis, ouais, c'est bon. Oui. Et en fait, ça fait que commencer. Exactement. Quoi. Et du coup, c'est cool, ça donne une bonne visibilité. Un tremplin qui permet, ouais, en fait, bah, j'espère. Après, le film trouvera son public, mais en tout cas, ça nous donne une belle opportunité de pouvoir le montrer. Et peut-être, j'ai l'impression que c'est toujours des dominos, quoi. Le premier qui se lance, et après, tu as des gens qui viennent voir, etc. Et du coup, ça donne d'autres chances au film d'être projeté. Mais voilà, ouais, clairement, le réseau des festivals, c'est super important. Et on est content d'être à Millennium. Ouais. Eh bien, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci. Je rappelle que les 2 films sont en compétition belge. Évidemment, on vous donne rendez-vous ce soir au Palace. Alors ici, cette émission, c'est vraiment pour vous faire découvrir les coulisses du festival. Vous pouvez retrouver évidemment toutes les informations sur le site internet, mais également retrouver toute notre programmation chez nos cinémas partenaires, le Beaux-Arts, le Palace, les Galeries Cinéma, le Vendôme et Aventure. Alors, je vais vous donner un autre rendez-vous assez important, c'est demain, le 24 mars, pour un événement assez particulier, le Docs for Climate, qui se déroulera toute la journée. Une excellente sélection de films avec des intervenants compétents. Et c'est surtout une manifestation du festival et des citoyens pour défendre la cause des changements climatiques. Pour vous donner un avant-goût, voici un petit spot du festival. Merci de nous avoir suivis. Marine life has disappeared. Fire is a monster. It can make you sick. We lost 75 feet. What is going to happen to us?